Donc suite à l'assassinat d'Abdelkader Mesref, je suis venu vous expliquer ce qu'il en était, à savoir donc d'un homme qui a été abattu dans la voiture d'un tiers de 2 balles, une balle tirée au niveau de l'épaule et une balle tirée dans le dos qui a traversé le poumon et qui a entraîné une hémorragie massive et une mort assez rapide de cet homme âgé de 52 ans. Il se trouve donc le conducteur du véhicule qui avait à son bord passager avant droit Abdelkader Mesref et qui dit, c'est du déclaratif, qui dit avoir eu comme passager arrière gauche un individu surnommé Tix. J'y reviendrai sur l'identité de cet homme. Et donc ce conducteur explique qu'au moment où il circulait, alors qu'il devait amener M. Mesref et cet individu surnommé Tix à la gare, sur le trajet au niveau de la rue Anne-Franck, il a entendu une première détonation, qu'il a aussitôt stoppé le véhicule et qu'il s'est enfui aux abords et il est venu aussitôt appeler à l'aide une riveraine, l'habitant d'une maison qui se trouvait à proximité immédiate du lieu du tir. Et c'est cette femme qui va appeler à 20h59, qui va alerter la police nationale. C'est l'heure précise dont nous disposons, 20h59, l'appel à la police fait et qui va amener donc les enquêteurs à constater effectivement la présence dans ce véhicule de M. Mesref, mort suite à ces 2 tirs tirés à courte distance. Depuis cette date, cet individu surnommé Tix est en fuite. Il a été clairement, en tout cas, donc, désigné comme l'auteur des coups de feu par le conducteur du véhicule. Plus exactement, il a été désigné comme auteur d'un premier coup de feu. Le conducteur aurait pris la fuite et il aurait entendu durant sa fuite une deuxième détonation alors qu'il était en train d'appeler et de chercher de... Cet individu a donc été activement recherché, mais dès lors qu'il s'est avéré qu'il avait probablement quitté Besançon, le magistrat instructeur saisi par le parquet donc, de cette affaire d'assassinat a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de cet individu. J'en parlerai lors d'un point presse suivant. Cet homme est soupçonné d'autres faits, mais qui ne sont pas l'objet de cette enquête précise. L'enquête est en charge, c'est la direction territoriale de police judiciaire qui en est en charge. Il y a d'autres faits commis le 8 mars et les jours suivants, dont est en charge la section de recherche, pour lequel, effectivement, des éléments ont été recueillis qui permettent de penser peut-être à cette heure que cet individu surnommé Tix peut être éventuellement l'auteur de ces faits, mais à cette heure, il n'a pas été entendu sur ces faits. C'est absolument pas dans ce cadre, le cadre de cette enquête, qu'il a été interpellé récemment. Cet individu, donc, nous ne disposons pas encore à cette heure d'identité précise concernant cet individu qui a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Besançon sous 2 identités différentes. L'identité de Jonathan Gray et l'identité d'Abdelhakim Chekab. L'identité d'Abdelhakim Chekab, c'est l'identité d'un homme né en 1986 qui existe à Besançon. Il y a bien un véritable Abdelhakim Chekab né à Besançon en 1986. Et donc, là, il s'agit d'une usurpation d'identité par cet individu surnommé Tix. Et puis, il a fourni au fur et à mesure des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, également une deuxième identité, à savoir Jonathan Gray, né en Algérie. Mais il dit que c'est sa véritable identité, qui correspondrait à celle d'une famille de gens du voyage qui n'aurait pas déclaré sa naissance dans les quelques jours qui ont suivi sa naissance et qui expliquerait qu'il n'est pas d'identité vérifiable et établie sur le territoire national. Pourtant, on peut s'étonner que Gray Jonathan né à Kenchala, ça n'accrédite pas l'hypothèse d'une personne née en France de gens du voyage, mais en tout cas, c'est l'identité qu'il a fournie et sous laquelle il a déjà été condamné à 10 reprises.
Et puis, sous l'identité d'Abdelhakim Chekab, il a déjà été condamné à 5 reprises. Un individu donc, dont encore à cette heure, puisque l'identité d'Abdelhakim Chekab est usurpée, et que Gray Jonathan, né à Kenchela le 23 janvier 1990, c'est manifestement une identité qui n'existe pas, qui ne correspond pas à quelqu'un de réel. Là, il ne s'agit pas d'une usurpation d'identité. Nous ne sommes pas encore à cette heure, mais ça sera un des objets de la formation judiciaire, de définir enfin quelle est l'identité exacte de cet homme. Toujours est-il que, suite aux dépositions du chauffeur, le mettant formellement en cause comme étant l'auteur possible de l'assassinat d'Abdelkader Mesref, il était activement recherché par les services de la direction territoriale de la police judiciaire. Gros moyens qui ont été mis en œuvre. Et grâce à des éléments de téléphonie, grâce à l'identification du numéro de téléphone qu'il utilisait, il a pu être mis en évidence qu'il ne séjournait plus la semaine précédente, la semaine dernière, à Besançon, qu'il était sur Marseille. Et l'exploitation des données en temps réel de géolocalisation du téléphone portable utilisé par cet X, alias Jonathan Gray, alias Abdelhakim Chekab, ont permis de l'identifier dans un quartier de Marseille et ont permis donc au service de la police nationale de l'interpeller vendredi soir vers 19h20 à Marseille. Mais sur ce point, je laisserai le directeur territorial de la police judiciaire expliquer quels ont été les moyens spécifiques et quel est le service qui est parvenu, sans heurts, sans violence, à interpeller cet homme. Il disposait, au moment de son interpellation, de faux papiers, au nom d'un nouvel alias, un dénommé Zakaria Kassim. Autre usurpation d'identité, parce que si l'identité correspond à quelqu'un existant, né en France, mais ça n'est pas sa véritable identité. Et là, il avait une carte d'identité falsifiée au nom de cet individu, et il avait sur lui une somme de 17 989 euros. Il disposait d'un véhicule immatriculé dans le Jura, avec des valises dans de nombreux vêtements, donc qui laissait à penser qu'il venait d'arriver assez récemment sur Marseille et qu'il avait manifestement l'intention d'y séjourner. Les policiers donc l'ont interpellé, l'ont conduit au commissariat. Il a prétendu qu'il n'était absolument pas Jonathan Gray, alias Abdelhakim Chekab, mais qu'il s'appelait bien Zakaria Kassim. Il a refusé les relevés des dactylaires, l'analyse de ses empreintes digitales pour qu'on puisse comparer au FAED, au fichier automatisé des empreintes digitales, et qu'on puisse faire le lien formel avec l'individu que l'on recherchait. Il a refusé également les prélèvements génétiques. Le juge des libertés de la détention de Marseille, du fait de l'émission d'un mandat d'arrêt, dans les 24 heures de son interpellation, l'a reçu et l'a placé en détention provisoire. Et il devait, puisque Marseille est à plus de 200 km de Besançon, être présenté dans les 4 jours suivants au magistrat instructeur à Besançon, ce qui a été fait aujourd'hui. Il a été transféré de la prison de Marseille à Besançon aujourd'hui. Il a été entendu par le magistrat instructeur. Il a été mis en examen cet après-midi pour l'assassinat d'Abdelkader Mesref. Il a contesté absolument être l'auteur de ces faits, prétendant que le chauffeur qui l'incriminait mentait. L'information judiciaire devra faire le point sur ce qu'il en est exactement. Et son placement en détention provisoire a été requis. Par ailleurs, le parquet disposait d'extraits pour écrou, c'est-à-dire de peines d'emprisonnement qu'il devait purger, et donc qui ont été mises à exécution, ce qui fait qu'il va, quoi qu'il arrive, être incarcéré ce soir, à la fois en exécution de peine, et puis on le saura dans quelques minutes si le juge des libertés de la détention l'a placé ou non en détention provisoire dans ce dossier qui fait suite à l'assassinat d'Abdelkader Mesref, fait pour lesquels il est mis en examen. Voilà ce que je pouvais vous dire à cette heure. Je vais laisser la parole au directeur pour qu'il vous explique les conditions et les moyens qui ont été mis en œuvre pour permettre l'interpellation de cet homme à Marseille. Merci, monsieur le procureur. Oui, non, sur l'enquête en elle-même, monsieur le procureur vous a tout dit, c'est une enquête qui, en fait, ne fait que commencer, puisque nous nous sommes concentrés, en fait, depuis la saisine, sur principalement la recherche de l'individu, puisqu'il nous a
il nous a obligés à déployer une énergie considérable. Et puisque ça fait un mois en fait que nous le recherchons très exactement, très activement. Raison pour laquelle c'est la recherche de l'individu qui a pris la priorité, d'autant que on pouvait éventuellement craindre, même si en l'état actuel du dossier rien ne l'étaye, mais on pouvait éventuellement craindre, je crois que c'est ce que craignait la magistrate instructeur, et je crois que c'est pour ça qu'elle a délivré un mandat d'arrêt, craindre un départ à l'étranger. Donc, auquel cas ça aurait été encore plus compliqué. Je ne peux pas dévoiler toutes les étapes de sa recherche, qui encore une fois étaient longues et fastidieuses en termes d'heures fonctionnaires et puis de techniques mises en place. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a bénéficié de la coopération de tous les services qui étaient de près ou de loin intéressés à cette enquête. Alors soit les gendarmes évidemment, qui on a échangé quotidiennement les échanges d'informations, puisque même si les enquêtes étaient différentes sur des faits différents, c'était bien le même objectif qu'on recherchait. La sûreté départementale, qui grâce à sa connaissance du terrain nous a permis d'avoir des remontées d'informations, et puis la sécurité publique qui a fait un nombre de vérifications absolument colossal, parce que le problème c'est que cet individu était recherché par la police, par la gendarmerie et également en fait par la plupart des voyous byzantins et trafiquants de drogue byzantins qui avaient peur d'être les prochains sur la liste. Donc tout le monde le voyait partout. Lorsque quelqu'un est recherché comme ça, on le voit partout tout le temps. Hein. Donc évidemment, et forcément, la plupart du temps, les résultats sont négatifs. Voilà, on a eu ce qu'on appelle une embellie, c'est-à-dire un moment où quelque chose, un élément va décoincer, j'allais dire, l'enquête, va lui permettre de faire un bond en avant. Et là, pour un bond, c'est un bond, puisque ce qu'on n'a pas fait en un mois a été fait en 24 heures. Puisqu'en fait, le jeudi qui précède l'interpellation de X, disant Jonathan Gray, on pense, grâce à un gros travail de téléphonie fait par la brigade criminelle du siège de la DTPJ de Dijon, on pense avoir isolé un téléphone qui pourrait, je dis bien qui pourrait, hein, on était dans le conditionnel, être celui du suspect, qui plus est qui a borné à Besançon, et puis ensuite qui borne à Marseille, et qui bornait donc le jeudi à Marseille, entre le 3e et le 14e arrondissement, je crois. Je suis plus sûr de ça. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les personnes chargées de la surveillance, donc on a une unité ici qui s'appelle une BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, qui est rattachée à la DTPJ de Dijon, qui travaille sur toute la région, donc qui peut travailler au profit évidemment du SPJ de Besançon, ce qui arrive très souvent d'ailleurs. Et il y a des BRI dans beaucoup de directions territoriales de police judiciaire et dans toutes les directions zonales de police judiciaire, donc évidemment une BRI à Marseille. Et donc on a demandé en fait, via la DZPJ de Marseille, est-ce que la BRI de Marseille, en fonction des éléments que nous avions sur ce téléphone, puisse essayer de faire des surveillances dans les secteurs dans lesquels ce téléphone bornait, pour essayer de repérer le suspect. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au bout de moins de 24 heures, puisque la BRI de Marseille s'est mise en place le vendredi midi et a interpellé cet individu dans un restaurant à Marseille à 19h20. Donc j'ai cité beaucoup de services qui nous ont beaucoup aidés. Évidemment, ceux qui ont eu un rôle déterminant, c'est la police judiciaire de Marseille et la BRI de Marseille. Voilà, je pense que l'avantage, en fait, ce qui a avantagé, je pense, les collègues marseillais, c'est que je pense que le suspect se savait recherché. Et lorsqu'il était à Besançon, il était probablement très prudent, et je pense qu'on ne l'aurait jamais retrouvé dans un restaurant en train de manger à Besançon. Et qu'à Marseille, il se sentait beaucoup plus en sécurité, puisqu'il n'y avait pas de raison qu'on le recherche. Les voyous marseillais ne le recherchaient pas. La police marseillaise, si on ne leur avait pas signalé les éléments qu'on avait susceptibles de le faire localiser, bien sûr, ne l'aurait pas recherché. Et donc je pense que c'est ça qui l'a perdu.